Cet hiver, le lycée Bossuet, dans le Gers, à Condom, c'est ici, reçoit Ibrahim Malouf. C'est lui. Pour l'inauguration du nouvel auditorium qui lui est dédié. À cette occasion, les élèves de musique du lycée vont interpréter 2 morceaux devant le musicien. Nous les rencontrons d'abord une semaine avant le concert pendant une de leurs répétitions. Le prof a dit qu'on allait voir Ibrahim Malouf. Et du coup, j'ai dit comme ça, oh, ben on pourra jouer Beyrouth comme ça. Et puis en fait, il en a parlé au proviseur et puis ça s'est fait comme ça en fait. On a encore quelques petits trucs à travailler, mais je pense que ça devrait le faire pour mercredi quand il y aura Ibrahim Malouf. Là, on est 30, ouais, à peu près 30. Donc, vu qu'il y a plusieurs parties à gérer entre les vents, les percussions, les claviers, les voix, voilà, c'est pas forcément facile de tout faire en même temps. Et 1 heure par semaine, c'est un peu court pour bien mettre en place le morceau, du coup voilà. Donc je pense qu'avec la prochaine répète qu'on va avoir, ça devrait aller. Ibrahim Malouf, c'est un artiste que j'écoute beaucoup. Du coup, je connais plusieurs versions de Beyrouth. Et il y en a une que j'aimais beaucoup, qui est une version avec un big band. Donc ça veut dire que c'est un gros orchestre avec beaucoup de cuivre, tout ça. Et du coup, j'ai réparti à peu près les voix par instrument, en cherchant aussi à reproduire une sonorité, en mettant 2 instruments, tout ça. Et voilà, et le chant, je l'ai mis plus... Il n'y a pas de chant à la base, du coup j'ai dû rajouter un peu une partie différente. Et je me suis inspiré pour ça d'une des improvisations d'Ibrahim Malouf, où il utilise la trompette avec des demi-pistons. Ça fait un peu comme du chant, entre la trompette et le chant, et voilà. C'est comme ça que j'ai travaillé, en écoutant, en arrangeant quelques petites choses, voilà. En repiquant des lignes de basse. J'ai pris plusieurs éléments de différentes versions aussi. Voilà, et du coup, ça donne ça. D'accord. C'est le grand jour, les élèves vont rencontrer Ibrahim Malouf pour une session de questions-réponses très décontractée. Justement, c'est une question. Merci à vous. Je suis super content de vous voir. Voilà. J'attendais ce moment depuis quelques temps. On m'avait parlé de cet établissement, du travail que vous faisiez. On m'avait parlé de cette nouvelle salle et tout ça. Donc ça, voilà, ça me fait super plaisir. Ça va comme info? Alors, première question. Nous, on travaille sur le métissage en musique, notamment entre le jazz et l'Orient. Mais on voudrait savoir si, de votre part, le métissage il était spontané ou s'il était voulu pour montrer quelque chose de spécial. Souvent, quand les gens me posent des questions sur le travail que je fais, on me dit oui, alors vous avez voulu mélanger telle et telle musique, vous travaillez sur le métissage des musiques, etc. Et en fait, t'as raison, c'est pas vrai. En fait, je fais juste ce qui me passe par la tête, ce que j'ai dans le cœur. J'essaie d'exprimer des choses les plus sincères possibles. On est tous finalement des métis parce qu'on a tous baigné dans des cultures mélangées. Ne serait-ce que si vous écoutez de la pop américaine, par exemple, et on est bercé par ça, la culture américaine, que ce soit au cinéma, dans la musique, etc. Donc on est métis. On est forcément métis de culture, d'adoption, etc. Et donc, je cherche pas les mélanges culturels, ils existent en fait. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller chercher là où ils sont exactement, et à ma façon, chez moi, de faire ma petite recherche d'identité perso, et de la montrer musicalement si ça intéresse les gens. Pourquoi vous avez décidé de reprendre Zaydan Karbales? J'ai grandi dans une famille où on écoutait exclusivement de la musique classique et de la musique arabe classique.
donc musique occidentale et musique arabe classique. Et un jour, il y a ma mère qui revient de Carrefour avec un 45 tours. Donc à l'époque, on écoutait encore les 45 tours. Les cassettes, c'était genre super moderne. Et donc, elle avait, je sais pas, elle avait un genre, c'était un cadeau. Enfin, je sais pas, il donnait des cadeaux, des bons je sais pas, elle avait gagné ça. Je savais pas ce que c'était. Elle l'avait posé dans le salon et tout. Et moi, je vois le truc et je vois le visage. Un visage un peu bizarre avec une mèche comme ça, là, avec des seins. Donc j'ai pris le CD, j'avais 7 ans à peu près, 7-8 ans. J'ai posé sur le tourne-disque, j'ai mis, et je sentais que pendant que j'écoutais, j'avais mon corps qui bougeait. J'avais jamais vécu ça. Ça faisait comme une marionnette. Et ça m'a, je sais pas, ça m'a vraiment réveillé sur plein de trucs. C'est comme ça que j'ai découvert la pop, c'est comme ça que j'ai découvert la culture américaine et la culture occidentale. Autre que musique classique. Et voilà, donc ça, pour moi, c'est le début de... Michael Jackson représente vraiment cette ouverture vers la culture pop. Et fallait un jour ou l'autre, de toute façon, que je fasse quelque chose en hommage à lui. J'ai repris ce morceau parce que c'est un des rares où il fait vraiment clairement un mélange avec la musique latino. Et j'aime bien ça, j'aime bien ce mélange-là. Il y a un vrai mélange pop et musique brésilienne avec une rythmique très, très brésilienne. Vous voyez laquelle c'est, j'imagine. Si vous ne voyez pas, c'est mauvais signe pour votre bac. Je trouve ce rythme super. Voilà, j'avais envie d'aller sur ça. En plus, la thématique. Le thème, le texte m'intéresse beaucoup, surtout parce que ça me touche, ce côté un peu, est-ce que vraiment nous sommes, nous, êtres humains moyens, pris en compte dans les grandes décisions qui sont faites, etc. Donc surtout aujourd'hui, je trouve que ça résonne d'autant plus. Donc voilà, ce sont plein de choses qui me parlaient et je me suis dirigé vers ce morceau-là. J'aurais pu en prendre plein d'autres. Mais voilà, c'est celui que je vais reprendre. Mais un jour, je vais refaire du Michael Jackson encore, je pense. Je vais certainement refaire un hommage à Michael Jackson dans pas très très longtemps, je pense. Un truc un peu plus... Pourquoi vous avez sorti 2 albums en même temps, Kaltoum et Redim Black Light? Parce que je les ai travaillés en même temps. Ils sont nés à peu près au même moment, ils ont été travaillés à peu près en même temps, ils ont été enregistrés à peu près 2 jours de différence. Ils sont complémentaires dans leur thématique, les 2 sont des hommages aux femmes. Les 2, ils sont complémentaires aussi parce qu'il y en a un qui est vraiment enregistré en acoustique, l'autre en électrique, donc ils se bouffent pas l'un l'autre, enfin ils sont pas genre pareils et puis je les sors en même temps. Non, ils sont vraiment très différents et à la fois ils traitent du même thème, ils parlent de la même chose. Voilà, ça me semblait nécessaire de les sortir en même temps. J'avais pas envie de jouer au commercial qui se dit ouais chouette c'est cool, je vais en sortir un maintenant je suis tranquille pendant 2 ans, je sors le d'autre dans 2 ans et je vais aller faire la teuf. Non, je pouvais pas. Pour moi c'était évident qu'il fallait qu'ils sortent en même temps et je vois que vous avez tous des petits papiers. Vous avez pas écrit des questions? Si. Tous? Vous avez tous écrit des questions? Presque. Si vous trouvez des paroles très importantes dans Zaylanka, pourquoi vous les avez enlevées? Ah, parce que je suis pas chanteur. C'est vrai que j'aurais pu les garder, mais tu vois, là, il y a récemment, par exemple, on m'a posé la même question sur la reprise d'une grande chanson d'une grande dame de la musique arabe qui s'appelle Kulthum. Donc j'ai repris une de ses grandes chansons qui s'appelle Alf Layla wa Layla, qui veut dire les 1000 et une nuits. C'est une poésie sublime, mais comme je suis pas chanteur, j'avais pas envie de mettre du chant dessus, donc moi je suis instrumentiste, donc j'ai envie de défendre aussi des instruments. J'adore la chanson, je travaille avec des chanteurs depuis des années. Même encore aujourd'hui, j'ai un vrai kiff de jouer avec des chanteurs. J'adore composer pour des chanteurs, je travaille tout le temps avec des chanteurs. Je réalise, je produis leurs albums, je leur compose des chansons, etc. Donc j'adore ça, mais j'ai envie de défendre la musique instrumentale aussi. Je trouve que, si vous écoutez la radio par exemple, si vous regardez la télé ou quoi,
on est complètement zappé, la musique instrumentale est complètement zappée de partout, comme si elle n'existait pas. Quand j'ai eu la chance d'être récompensé aux Victoires de la musique la dernière fois, c'était la première fois que j'avais une exposition médiatique aussi importante. Donc j'avais jamais eu accès à ça. Les Victoires de la musique, c'était la première fois en 29 ans qu'ils récompensaient un projet uniquement instrumental. Donc c'était nouveau pour tout le monde, autant pour eux que pour nous. Et à une heure de grande écoute, donc à une heure d'audience importante, c'était France 2, hein, je ne me trompe pas, c'était France 2. Donc on a 4 minutes où on fait que de la musique instrumentale, le truc qui n'a jamais existé depuis, je pense, super longtemps. Et d'un seul coup, les tweets explosent, les ventes de nos albums explosent, les radios, tout le monde en parle, même des magazines qui sont souvent sceptiques sur ces projets-là en général, disent qu'on a été, moi et mes musiciens, les seuls à vraiment avoir bénéficié de cette audience-là, même en termes de vente, en termes de tout. Et moi je dis dans ce cas-là, mais si on avait été le deuxième spot Twitter de toute la soirée, le mot le plus tweeté, c'est que les gens ont apprécié. Donc arrêtez de dire qu'ils sont pas capables d'apprécier. Ça veut dire que les gens ont aimé, ils ont trouvé ça original, qu'ils sont prêts à écouter ce genre de truc. Pourquoi nous snobber? Et donc suite à ça, je suis allé voir pas mal de radios et des programmateurs de radio, des grosses radios type France Inter, Europe 1, etc., RTL et tout. Et je leur ai dit, regarde, ne prenez pas les gens pour des idiots, on est capable d'être en playlist. Donc voilà, donc je défends vraiment ce truc de la musique instrumentale. Et donc ça me choque pas forcément de reprendre une chanson sans les mots. C'est quoi pour vous je pense que c'est peut-être difficile à répondre, mais votre plus beau souvenir de concert? Là maintenant, si vous me demandez maintenant, il y en a 5 ou 6 que je peux citer là comme ça qui sont des souvenirs extraordinaires. Après, les souvenirs vraiment les plus importants d'un point de vue historique pour moi dans mon histoire, ça reste quand même tous ces concerts que j'ai fait avec mon père pendant des années. En fait, mon père m'a appris à jouer de la trompette, donc à partir de l'âge de 7 ans à peu près. Et très vite, comme j'avais des cours tous les jours, vous voyez, je ne sais pas si vous allez au conservatoire par exemple, si vous allez dans des écoles de musique, ou si vous étudiez, comment vous étudiez, mais en général vous avez un cours par semaine. Donc, si vous avez un cours tous les lundis par exemple, entre le lundi numéro 1 et le lundi numéro 2, vous avez eu tout de mardi à dimanche pour vous planter 60 fois. Et ensuite vous avez votre cours. Moi je me trompais jamais puisque j'avais cours tous les jours. Et en 7 jours j'avais l'équivalent de 7 semaines, voire même plus, puisque je n'avais pas le temps de me tromper. Donc j'ai fait beaucoup de progrès très vite. Et en plus mon père était très rigoureux, voire rigide dans son enseignement. Ce qui a fait que vers l'âge de 8 ans et demi, à peu près 9 ans, en l'espace d'1 an et demi, j'avais un niveau vraiment très correct. Et donc il me disait, viens avec moi sur scène. Et je faisais des concerts avec lui. Et entre l'âge de 9 ans à peu près et l'âge de 14 ans, j'ai fait plein de concerts avec mon père. Ça reste vraiment les souvenirs vraiment les plus gravés, quoi. Voilà. Après, j'ai rencontré Lassa de Sela, je devais avoir 22-23 ans. C'est une chanteuse, vous ne connaissez peut-être pas, mais vous devriez découvrir parce que c'est extraordinaire. C'est une chanteuse mexicano-américaine qui est la première artiste à m'avoir donné vraiment une place où je pouvais jouer ce que j'étais. Et d'un seul coup, j'ai vraiment senti que moi qui aimais bien la trompette, mais sans plus, je faisais ça parce que je savais le faire, mais je n'étais pas non plus super convaincu par ça. J'ai senti qu'en fait, j'avais vraiment quelque chose à faire avec cet instrument. J'ai senti que j'avais une possibilité de m'exprimer avec. C'est grâce à elle que j'ai commencé à vraiment travailler sur mes albums, sur ma musique. D'ailleurs, mon premier album, je l'ai fait avec 2 de ses collaborateurs les plus proches de l'époque. Et bon, là, ça, elle nous a quittés il y a quelques années maintenant. Elle a eu malheureusement un cancer à l'âge de 35 ans, 36 ans. Mais voilà, ça reste vraiment un des plus gros souvenirs pour moi sur scène. C'était le 29 et 30 mars 2004. Vous avez quel âge? Et donc voilà, ou alors il y a plein d'autres trucs, quoi. Je me souviens récemment d'un concert avec Mathieu Chédid à Bercy, où on était juste tous les deux, on a fait un duo, juste tous les deux en plein en plein milieu du public, avec tout éteint dans le noir, et juste les portables allumés avec les lumières. C'était sublime. Voilà, il y a des moments magiques comme ça aussi.
Et puis moi, franchement, chacun de mes concerts, j'essaie d'en faire un bon souvenir. Vraiment, je le dis pas de manière démagogique. À chaque fois que je monte sur scène, j'essaie de passer les meilleurs moments du monde. Voilà, j'essaie de faire de chaque concert un moment. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez, quand vous écoutez à la radio, vous entendez, ou est-ce que quand vous voyez en rediff ou quelque chose comme ça? C'est un peu comme s'écouter. Tu vois, si tu t'enregistres, après tu t'écoutes, tu trouves toujours ça nul. Donc, ça me fait toujours un peu cet effet-là. Après, on finit par s'y habituer, et puis. Et franchement, en plus, il y a un truc qui est assez cool quand même dans ce qu'on fait, et c'est que, bon, moi j'ai beaucoup de chance parce que le public vient beaucoup au concert, on fait partie des rares artistes encore à vendre un peu des disques, et donc il y a quelque chose qui fonctionne, et c'est une chance incroyable. Et du coup, ça me donne confiance, en fait. C'est ça, je me dis, quel cadeau, quel beau cadeau de la vie. Du coup, je vais encore faire plein d'autres trucs. J'ai envie de créer encore plein d'autres trucs, et j'espère que je vais surprendre les gens, j'espère que je vais être encore plus créatif parce qu'on me donne la chance de l'être. Voilà. Et moi, mon public, je l'habitue à rien, justement, je l'habitue à ne jamais être habitué. C'est ça. Et donc ce qui est cool avec le fait de savoir qu'on passe en radio, ou qu'il y a des trucs à la télé, ou des choses comme ça, c'est que je me dis, j'ai comme une médiatisation qui fait que j'arrive à bien vivre de ce que je fais, et donc, du coup, j'ai les tarots, j'ai les cartes pour faire encore d'autres trucs et d'être encore plus créatif, encore plus original, puisqu'on m'encourage à le faire. Alors peut-être que si un jour, et ça va forcément arriver, parce que ça arrive dans toutes les vies musicales et toutes les vies artistiques qui existent, il y a forcément un jour où ça va se calmer, où d'un seul coup, parce qu'on passe pas à la télé ou parce qu'on passe pas à la radio, les gens pensent qu'on fait plus rien. Donc ce jour-là, j'espère que je continuerai à être original. Je dirai pas, ouais, mais je les ai habitués à être tout le temps original, donc il faut vraiment que je fasse un truc super original. Et là, c'est pas original. Non, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Ah, payez-vous. Vous parlez de votre relation avec le public qui est assez originale, et puis vous avez quand même la vente de disques qui est toujours conséquente. Pourquoi pas sortir un album live du coup? Eh ben, figure-toi. Hein, mais qu'on en parle depuis super longtemps. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi on n'y arrive pas. C'est encore arrivé hier et c'est foutu de moi hier. C'est que, en fait, à chaque fois qu'on enregistre des concerts en live, on se dit faut vraiment qu'on l'inclue dans le coffret. Donc, du coup, au début, on était censé faire 2 lives. Il y avait un concert à Istanbul et un concert, je sais plus, à Coutances, je ne sais plus, le début du concert. Puis on a enregistré un autre concert, on s'est dit faudrait qu'on le mette dedans aussi. Bon, ça en fait 3. Et puis il y a eu plein d'autres concerts, ça va faire un coffret de 11 lives, enfin, je pense. Et là hier on a visualisé le concert qu'on a fait à la Philharmonie il y a 2 jours, et j'ai vu les images, elles sont sublimes, et j'ai dit on va mettre ça dans le live, et elle a fait non. Donc je pense à la fin d'année, on va faire un vrai truc, mais je pense que ça n'allait jamais arriver. Enfin, tu me dis Jean-Louis, mais je crois pas que ce soit déjà arrivé, mais avec genre, je sais pas combien, je vais pas m'avancer trop, mais vraiment beaucoup de projets différents en live. Dans le même coffret, ça va représenter à peu près 10 ans de concert. Voilà. Vraiment, je suis très très sensible à la notion de transmission. J'admire, moi j'ai 2 parents, mes 2 parents sont profs, même mes grands-parents étaient profs, mes arrière-grands-parents étaient profs, et si jamais vous avez la possibilité de lire un livre de mon oncle, Amin Malouf, qui est également écrivain et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Origine, vous découvrirez que même dans mes ancêtres les plus lointains, il y avait plein de profs, dont une personne qui est un peu mon arrière-grand-père, qui a construit une école, la première école dans notre village au Liban. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis tout petit. Mes parents, j'ai baigné dans la culture de l'enseignement, et j'enseigne moi depuis l'âge de 17 ans. J'ai commencé à enseigner à votre âge, j'avais des cours privés, puis après j'ai commencé à enseigner dans un collège. J'ai enseigné 2 ans dans un collège, en ZUP. Ensuite, j'ai enseigné pendant 8 ans dans un conservatoire municipal, puis 8 ans dans un conservatoire régional. Et là, j'enseigne depuis 4 ans au conservatoire régional de Paris, où j'enseigne l'improvisation. Et donc pour moi, ça, c'est... L'enseignement, c'est... Je ne le dis pas parce que je suis dans une école, parce que je le dis tout le temps. L'enseignement, c'est le nerf de la guerre dans nos sociétés, parce qu'il n'y a que par là que peuvent transiter toutes les valeurs universelles, toutes les valeurs qu'on peut partager. Et donc, être en symbiose avec les générations d'après,
de me sentir connecté avec vous. Je dis pas ça en cliché, mais le fait de sentir que je suis connecté avec vous, ben ça me fait du bien parce que je me dis que je suis en train de transmettre quelque chose que j'aime et donc que vous allez peut-être pouvoir un jour aussi transmettre à d'autres. Quand vous allez être un peu plus grand, vous allez également avoir envie de transmettre à d'autres personnes ce que vous aimez, etc. etc. Et à chaque fois, c'est une transmission de nos valeurs qui sont les plus importantes. Et ben, de partager ça sur scène avec mes élèves, ou avec des élèves de différentes écoles, je sais pas, ça me paraît très bizarre de ne pas le faire. Et d'ailleurs, je pense que même vous, je sais pas si on s'en rend compte. Moi, quand j'étais au lycée, je ne me rendais pas forcément compte de ça. Mais depuis que vous êtes né, depuis votre naissance, on ne fait que vous apprendre plein de choses. D'abord, c'était vos parents, puis ensuite à la maternelle, vous aviez 4-5 ans, ou en crèche ou quoi. On vous apprenait, il y avait des gens qui étaient là, qui sont payés par l'État, et qui vous apprennent des choses, qui vous enseignent des choses pour que vous grandissiez et que vous soyez heureux. Après, vous allez à l'école primaire, pareil, les gens qui sont là, ils sont à la base, ils sont là pour vous apprendre des choses, pour que vous soyez autonome en grandissant, puis après le collège, puis le lycée. Donc de toute votre vie, là, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont passé leur temps à vous apprendre des choses entre vos parents, pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents, pour votre famille, pour ceux qui ont la chance d'avoir de grandes familles, et les profs, pour ceux comme vous qui ont la chance d'aller à l'école, parce que c'est pas le cas de tout le monde, etc. Et à un moment donné, tu te réveilles, tu te dis, putain, j'ai 26 ans, 27 ans, ça fait bientôt 30 ans qu'il y a des gens qui se sont dévoués pour m'apprendre des choses. Et moi, je vais tout garder pour moi? Non, c'est pas possible. Il faut que je fasse la même chose. Donc, il faut que je transmette aussi tout ce qu'on m'a appris. Et donc, il y a un moment donné où on prend conscience de ça et on se dit, en fait, dans tous les métiers du monde, tout le monde devrait, d'une certaine manière, prendre un peu de son temps. C'est un genre d'impôt. Un genre d'impôt qu'on devrait imposer à tout le monde, je pense. Bon, après, tout le monde n'a pas la fibre, je peux comprendre. Mais on est tous capables de transmettre quelque chose à quelqu'un. Voilà. Et moi, je le fais avec beaucoup de plaisir. J'ai énormément de plaisir à faire ça. Si un jour vous passez voir un peu les cours que je donne, moi je donne des cours tous les lundis matins, là-bas, à Paris. Si un jour, vous voyez, nous, on s'éclate tout le temps en cours, quoi. J'ai pas l'impression, d'autant que j'enseigne une matière qui est plutôt cool. Enfin voilà, il n'y a pas de. C'est l'autre. Il y a les matières qui nécessitent de la rigueur et beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, le fait de travailler par cœur, le fait de calculer, le fait de développer une capacité à analyser, etc. et à être tout le temps proactif. Vous voyez ce que c'est, être proactif? Être proactif, c'est toujours anticiper, quoi. Anticiper, si d'un seul coup, je regarde la bouteille, je dis « Ah, j'ai soif, non, si je vais aller là-bas, voilà. Là, j'ai super soif et quelqu'un qui m'a dit « Tiens. » Voilà, ça, être proactif, c'est toujours anticiper. Il y a des matières qui nécessitent qu'on apprenne à anticiper, à être dans une forme d'empathie, etc., vis-à-vis des autres, etc. Moi, ma matière, c'est juste super, c'est la fête. Je leur dis, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc on passe notre temps à apprendre à faire ce qu'on veut, parce que faire ce qu'on veut, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Et quand je dis à plein de musiciens, allez, on va improviser tous ensemble, donc une vingtaine, une trentaine parfois, je leur dis, on va improviser tous ensemble, bah, je peux vous assurer que le premier cours, il est pas simple, parce que du coup, tout le monde joue en même temps. Moi, je leur ai pas dit de jouer en même temps, je leur ai dit de jouer ensemble. Donc voilà, on commence à parler de ça, et etc. Donc voilà, c'est une matière qui me plaît beaucoup. J'ai enseigné la trompette pendant quasiment 20 ans, en fait, au final. Donc maintenant, je suis passé à l'enseignement d'improvisation. C'est un peu différent, mais putain, je parle tout le temps. Par contre, je suis très engagé dans la vie dans laquelle on est, quoi. C'est une forme d'humanitaire aussi. Je pense qu'on a plein de choses à régler et je suis engagé dans ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple le clip qu'on a sorti là récemment. On a sorti ça avant-hier. C'est un engagement aussi. Un engagement sur des valeurs, sur une France que je défends, une France que j'aime. Donc voilà, c'est un engagement qui n'est pas nécessairement humanitaire, mais qui est un engagement quand même social et humain. On a fait 170 000 vues en 2 jours et demi. Vous avez fait la bande-son du film Yves Saint Laurent. Est-ce que c'est faut des démarches ou est-ce qu'on vous a dit vous faites ce que vous voulez? Alors dans le cinéma, on te dit jamais fais ce que tu veux. Déjà, tu composes un truc sur un scénario, t'as pas vu les images. On te dit waouh, c'est génial, c'est la musique du film, on valide. Trop cool. Ensuite, premier visionnage avec les premières images.
Bon, il y a un problème, ça marche pas. Ok, je m'y attendais. Bon, faut que tu refasses. Ok. Alors, je commence à retravailler. Et là, le réalisateur, il fait oh, j'adore, c'est génial, on garde. Ouais. Premier visionnage avec le premier producteur. Le premier producteur, il fait ça marche pas. On recommence. Ensuite, vous avez toutes les équipes, les producteurs financiers, les producteurs artistiques. Puis une fois que les producteurs sont tous contents, le réalisateur, il fait j'aime pas. Et c'est ça pendant des mois et des mois. Des semaines quand ils sont vraiment dans l'urgence. Dans le cinéma, t'as pas vraiment... à moins de tomber vraiment sur des équipes, sur les films d'auteur par exemple, où la pression financière par exemple est un peu moins importante, où les producteurs sont moins... Bon, j'ai dit putain, je peux dire chiant. Ils sont moins chiants. Où les équipes sont vraiment beaucoup plus détendues. Et là, tu as le réalisateur ou la réalisatrice, et ça m'est arrivé là 2-3 fois, qui viennent en studio carrément et qui assistent aux enregistrements, qui assistent au travail. Et là, ça devient un vrai rapport humain intéressant. Mais globalement, au cinéma, c'est un peu plus compliqué, vraiment. Il faut mettre... T'es pas tout seul, quoi. Il y a l'image, il y a les acteurs, il y a les producteurs, il y a le réalisateur, il y a l'assistant réalisateur, il y a la monteuse ou le monteur qui ont un rôle extraordinaire aussi. Pardon, qui ont un rôle extraordinaire aussi dans le... On néglige complètement les monteurs et les monteuses. Vous savez qu'au cinéma, par exemple, vous avez le réal. Déjà, le réalisateur, souvent, on oublie qui c'est, à moins que ce soit une star. Et sinon, il y a les acteurs, dont on parle tout le temps. Mais en fait, le monteur ou la monteuse, c'est la personne qui travaille le plus sur le film. Ils passent des heures et des heures et des heures à regarder. C'est eux qui même font le travail pour le réalisateur quasiment. Le réalisateur fait « Ouais, je trouve que le film il démarre pas, tu vois, tu pourrais faire un truc un peu plus... Bon allez, j'ai un rendez-vous. » Il filme, et là t'as le monteur toute la nuit qui fait « Ok, alors c'est quoi cette image là ?» C'est vraiment les monteurs qui font tout. Et, donc le monteur, pareil, va avoir son avis, etc. etc. Donc il y a énormément de gens qui doivent être pris en compte pour que la musique soit validée. Et franchement, parfois ça peut être très très difficile. Moi, je rêve de continuer à faire de la musique de film, mais par contre, maintenant, par exemple, je dis souvent, avant d'accepter le contrat, je dis d'accord, mais je veux faire ce que je veux. Et là, ils disent, mais tu sais que c'est pas possible. Ouais, je sais. Puis après, on discute.
si vous me demandez. Moi j'étais bien assis pour une fois dans le public. Allez. Qui est-ce qui a fait l'arrangement de Beyrouth là? Chambé, hein, vraiment. Et celui qu'on va jouer maintenant? Là, Ça c'est tout le monde? Ouais, voilà, c'est tout le monde. Je me mets où? Ben, là, Avec les cuivres. Il y a que... Voilà. Vous l'avez fait en quelle tonalité? Allez, on y va. Everybody
Génial. Quel taf. Bon, on fait quoi maintenant du coup? Le reste nous appartient. C'est vrai? Ça vous va. On fait de la musique ensemble là? Allez. Combien de temps il nous reste? Là, on dirait 15 minutes. 15 minutes? Même si on marche plus tard, c'est pas Ah, on peut faire un truc assez marrant parce que vous êtes déjà tous avec vos instrus. On compose tous ensemble une musique, mais qu'on la compose en l'improvisant. Donc par exemple, parce comme on a un quart d'heure, normalement si on voulait vraiment faire un vrai travail d'impro, il nous faudrait 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. C'est un peu compliqué. Mais par contre, on peut peut-être inventer quelque chose ensemble, mais en l'improvisant vraiment. Alors, regardez, on va faire un truc. Puisqu'il y a des instruments de musique, on va commencer par les instrus. Je dis n'importe quoi, mais bon, allez, symboliquement, puisque comment il s'appelle? Adrien. Adrien, parce qu'Adrien, t'as fait tout ce travail. Est-ce que tu peux nous proposer la toute première note? Une note qui te passe par la tête, juste une note. Est-ce que tous les chanteurs, instrumentistes, vous pourriez chanter, jouer cette note? Celle-là. Alors on fait la première puis la deuxième maintenant. Vous êtes prêts? On fait la première puis la deuxième. Donc quand je vous fais signe, on fait la première note. Et quand je vous fais deuxième fois signe, on fait la deuxième note. Tout le monde est prêt? 3 et... En même temps, si vous avez envie de faire un truc glauque, c'est... 3, 4... Là, c'est glauque. N'importe laquelle, une note qui passe par la tête. On peut faire tout ça? C'est un sol. 3, 4... On fait les 4 maintenant. 1, 2, 3 et... Merci. Alors, vous chantez les deux? Tu chantes un peu? On va prendre une chanteuse, tiens, un chanteur, une chanteuse. C'est qui Bérangère? Pourquoi Bérangère? Pourquoi Bérangère? Jolie voix. Elle chante bien, elle chante très très bien. Alors, est-ce que tu pourrais prendre ces 4 notes-là et inventer un truc, mais juste avec les 4 notes? Ah oui, trouve-nous un truc, rythmiquement ou dans un autre ordre, si ça te chante, puisque tu chantes. Ce que tu veux, invente un truc comme une cellule qui reviendrait toujours la même avec ces 4 notes là. Un truc qui te semble fonctionner. Allez, t'es la meilleure. Ça marche pas ça, t'es la meilleure? En 87 ça marche? Oui. Vas-y, Bérangère, lâche-toi. C'était ça? Alors, ouais, c'est ça. Tu peux changer l'ordre, hein? Ouais. Vous avez vu? Est-ce qu'on pourrait jouer tout ça et chanter ça s'il vous plaît? Vous pouvez faire du rythme maintenant parce qu'on a, grâce à Bérangère, on a un rythme. 1, 2, 3 et... Ok, ça marche? Ok, très bien. Sur ça, est-ce que tu pourrais nous faire une petite ligne de basse qui passe par la tête? Regardez, on va jouer ça. Alors tous les instruments de basse, donc tous les instruments basses type sax, baryton, non c'est sax ténor et trombone par exemple, vous allez jouer la ligne de basse quand on va la voir. Donc pour l'instant le joueur, j'ai proposé au bassiste de nous faire une ligne de basse sur ça. Les chanteurs, on pourrait faire ça en boucle. 3 et... Essayez de nous proposer une ligne de basse qui marche comme ça.
pourrais faire ça à la guitare aussi. Ça marche que la flûte fasse ça aussi. La ligne de basse à la flûte. On pourrait essayer? Voilà, aux oreilles. Presque comme la fin. Ouais. Et à la fin. On essaie donc sax ténor, trombone, flûte, guitare, basse. Juste vous. On va faire juste un truc simple, juste un charlet comme ça. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, juste vous. Et... Yeah. Bravo, on va du thème. Et... Donc là, ça c'est votre morceau pour l'instant. Donc on a une ligne de basse et on a le thème. Alors là, il y a un mec qui déboule qui s'appelle Adrien et qui est un arrangeur et qui fait ouais, c'est sympa. Et qui dit ouais, mais c'est quand même vachement répétitif. Hein? C'est toujours un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour faire en sorte que ce soit un tout petit peu moins répétitif? Tourne un truc. Jouer ou comme ça? Hein? Jouer ou juste Non, comme propose un truc. Ouais, dans le principe quoi, le morceau. Dans la structure ou dans le... Un truc qui fasse que ça... Tu vois, un travail d'arrangeur comme t'as pu faire un peu. Je sais pas, rallonger des parties, plus vite, plus lent, plus machin, tu vois, un truc. Trouve des idées. Et que ça vienne de toi. Plus d'énergie, moins, plus doux, plus funky, plus rapide, plus... Alors, moi, si tu me demandes, moi, je te dirais, j'aimerais bien que la guitare elle passe un peu plus vite, un genre de... Non, t'aimes bien ou pas? Parce que là, je suis en train de te piquer le truc. T'aimes pas, moi. Vas-y, fais un peu genre... Ouais. Tu veux un peu moins vite? Fais l'octave dessus pour voir. Ouais. Vas-y. Je sais pas, il n'y a pas quelqu'un médiateur par hasard s'il vous plaît. Un médiator. Ah, Alors j'ai envie de vous proposer un truc. Tu vois, par exemple, Adrien, ce qu'on pourrait faire, c'est que le thème là, il est bien. Le thème de Bérengère, il est bien, mais. Ah, on s'est coupé. Tout ça pour un médiator. Juste donc le. Et bien. On fait 2 fois avec la note longue, et après vous faites un crescendo la deuxième fois, et puis rien. Ok? Après, on essaie de faire ça. Donc on va rentrer d'abord avec guitare et charlet. Et quand je dis 1, 2, 3, 4, vous commencez. Et dès que vous avez fini la deuxième phrase, ça fait... Et là, la ligne de basse, vous rentrez. Et les percus, vous rentrez à ce moment-là aussi. 1, 2, 3, et... Vous avez compris, c'est 2 fois plus long là. 1, 2, juste vous, 3, et... Après, la ligne de basse. 1, 2, 3.
compliqué en fait de composer ou d'improviser des trucs. Faut juste qu'on soit cadré. Non mais c'est vrai, c'est pas compliqué du tout. On vient de composer une chanson là. Par contre, ça va être plus compliqué pour aller déposer ça à la SACEM. Je vous laisse mettre de la situation. Non mais bravo à tous, c'est cool. C'est cool de pouvoir bosser avec des jeunes comme vous. Vous avez du groove, du rythme. Faut te lâcher, hein. C'est bien, un solo de trombone sur ça, ça le fait quand même. Bon bah bravo. Merci infiniment. Je n'ai pas préparé le discours, mais je sais que Madame la rectrice aurait bien aimé être là. C'est vraiment qu'elle ne pouvait pas, je vous assure, c'est pas une excuse à la noix de coco. Ça doit être plutôt bon, une excuse à la noix de coco. On va inventer ça, une info. En tout cas, moi j'étais là très tôt ce matin parce que je croyais que c'était très tôt et comme je ne voulais rien manquer, je vais simplement dire merci à Ibrahim, vraiment, et puis aux élèves, aux professeurs. Puis je vais terminer avec un mot. Le mot qui me vient vraiment, c'est partage. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ces moments-là. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Voilà. Un peu long. Et donc, comme promis aussi, on a décidé, avec l'accord d'Ibrahim, de dédier ce lieu à Ibrahim. Donc, on va juste faire une petite cérémonie, mais très courte. Parce que c'est un lieu vivant. Voilà. On a l'impression que ça fait un peu éloge mortuaire, mais en fait, c'est un lieu très vivant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours étudié dans des salles qui s'appelaient Rameau, Jean-Sébastien Bach. Du coup, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Non, mais là, c'est un lieu très vivant. Voilà. Non, mais je suis super content en fait. Très bien, donc on va dévoiler... Je peux juste te dire une dernière chose par rapport à ça, c'est que je vous souhaite tous, juste pour ceux qui passent leur bac, d'avoir de bonnes notes. Et j'espère aussi que si vous restez dans le coin et que vos enfants, quand ils viendront étudier ici, ils vont vous dire mais c'est qui Malouf? Pourquoi il y a une salle pour Malouf? Voilà, et avant de se quitter, on remercie Jean-Louis, bien sûr, du fond du cœur, parce que quand on s'est rencontrés cet été, dans une soirée, on en a parlé, et puis grâce à toi, et grâce à toi aussi, Marine, ça s'est réalisé. Merci infiniment. Jean-Louis, mon manager, comme vous avez compris, et il a étudié ici aussi, donc voilà. C'est un merveilleux cadeau que... En fait, cette salle, elle devrait s'appeler la salle Jean-Louis Perrier. Ouais. Bon, on va barrer, le bassin Jean-Louis Perrier. Très bien. Donc, avec les élèves, c'est vous qui allez découvrir la plaque. Et je peux filmer? Oui, bien sûr. Allez, vous découvrir la plaque. À la 3. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que pour lui, c'est un endroit où les jeunes, ils vont faire de la musique pendant X années. Ça va vivre, quoi. Voilà. Je crois que moi, je l'ai compris comme ça. Ça va vivre, et puis ça va vivre derrière un nom qui est porteur de valeurs énormes, des valeurs que nous, on défend ici, quoi, au quotidien. Ben oui. Voilà, qui sont les valeurs de l'humanisme, tout simplement. Et du métissage, comme il a dit. On est métis parce qu'on s'imprègne de plein de choses différentes. Ouais. Parce que pas la couleur de peau. C'est ça qu'il a présenté tout à l'heure, qui était chouette. Vous êtes métis, forcément. Vous allez piocher partout. Donc vous êtes métis. Vous êtes influencé par plein de choses. Et c'est vrai, c'est intéressant. Moi, j'ai jamais entendu ça. Oui, ça a été, je pense, un grand moment. En tout cas, moi, je peux le dire, dans ma carrière professionnelle, c'est le plus beau moment qui m'a été donné de vivre en établissement scolaire. Voilà. Véritablement, parce qu'il y a eu des moments très très forts d'émotion. Je pense à ces moments musicaux où les élèves ont offert à Ibrahim une adaptation d'un de ses morceaux. Ça a été vraiment très très émouvant. Et puis aussi la rencontre avec les élèves et tout le discours qu'Ibrahim a pu avoir sur les valeurs, sur la transmission, sur la nécessité de la créativité, du partage et de la rencontre. J'avoue que ce sont des grandes leçons d'humanisme pour nous tous.
Mais en plus, c'est pas évident de trouver un artiste qui cumule avec son talent, ses qualités humaines, la défense des valeurs, sa générosité, tout. C'est pas si fréquent que ça, je crois. Et comme il a parlé aux jeunes, de manière spontanée, sans jouer un rôle de l'artiste qui vient voir des jeunes, qui ont tout à apprendre, il n'est pas venu pour leur apprendre quelque chose, il est venu pour partager, échanger des idées de ce qu'il ressentait. Enfin, moi, j'ai senti ça comme ça. Et c'était émouvant, quoi, vraiment. Et même voir le proviseur, son manager ému comme ça, bon, c'est joli, quoi. C'est joli, ça rassemble. Et puis, je crois que c'est ça qu'on doit faire comprendre aux jeunes, que c'est la capacité à être ému, quoi, à être renversé par quelque chose, quoi, comme ça. Enfin, moi, c'était copieux. C'était copieux, mais sans esbrouf, il n'a pas fait l'artiste, il a fait Ibrahim Alouf qui venait rencontrer les jeunes. Voilà, et leur dire qu'il ne faut pas se gêner à avoir des idées, et à se jeter à l'eau et à inventer. C'est bien, quoi. Enfin, il a dit quelque chose à un moment donné, je ne me rappelle plus la phrase, c'était magnifique. Il a dit, oui, sur la musique, il dit, moi je vous propose de jouer ensemble. Pas tous au même moment et chacun de son côté, c'est jouer ensemble. Et c'est différent. Enfin bon, c'était très très bien. Mais c'est un grand merci, ouais. Bon, on en reçoit beaucoup, hein, des artistes, hein, peut-être pas avec la même renommée, mais on cherche à développer cette approche-là, de permettre aux élèves de rencontrer des acteurs de la vie culturelle qui partagent leur expérience, leur passion, leur métier. Voilà, on a reçu très récemment une romancière, Déborah Lévy-Berthera, on reçoit des comédiens de la compagnie de la boîte à jouer qui sont là aussi dans la même logique de la transmission, de la passion, de la transmission de l'art, voilà, la volonté de faire découvrir à nos élèves des univers auxquels ils n'ont pas forcément accès aussi. Éveiller les esprits. Éveiller les esprits. On est dans notre mission et dans notre rôle à fond. Et ce matin, moi, c'est pour ça que je vous dis que ça a été un des plus beaux moments de ma carrière professionnelle, parce que là, j'ai l'impression de créer un moment pour les élèves et qui est au cœur de nos missions. Au cœur de nos missions. C'était vraiment très chouette parce qu'on a fait les choses dans l'ordre. Donc on s'est d'abord rencontrés, on a papoté un peu. Et puis après, on est descendu dans cette salle. Ils ont joué 2 morceaux. Et ensuite, j'ai joué dans le deuxième un peu. Et puis, 3e partie, on a vraiment travaillé ensemble. Je les ai fait improviser, composer une musique. Et sur laquelle on a tous joué, on a tous un peu trippé. Voilà, donc c'était chouette, quoi. On est allé d'abord se connaître humainement, puis ensuite faire un peu de musique ensemble. Et ils ont super bien travaillé. Ils ont préparé 2 morceaux, très bien travaillé, très bien arrangé, tout. Ils ont fait un vrai chouette travail, quoi. Voilà. Je fais travailler comme ça mes élèves, ou en les faisant vraiment créer des choses et en les guidant un peu dans le travail pour qu'ils comprennent comment avancer, ou en les faisant vraiment improviser seuls en attendant que ce soit eux qui fassent le travail de sélection. Donc ça, c'est 2 étapes, on va dire 2 chemins un peu différents. Il y en a un où je guide vraiment pour gagner du temps, pour montrer que si on raisonne de manière structurée, on arrive à vraiment créer des choses ensemble très vite. Et après, je les laisse faire pour qu'ils découvrent comment se structurer. Voilà. Oui, on ne joue pas en même temps, on joue ensemble. C'est très différent. C'est un peu le message fort, je trouve, de l'improvisation. C'est que quand on est tous ensemble en train d'essayer d'inventer quelque chose, le but, c'est pas de jouer tous en même temps et ne pas s'entendre, ne pas s'écouter, ne pas se comprendre. L'idée, c'est de partager quelque chose, donc de réussir à créer quelque chose qui soit en harmonie. En fait, qui est une pulsation commune, qui est plein de dénominateurs communs qui nous unissent et qui nous permettent de créer une musique qui nous semble belle. Et je trouve qu'en effet, c'est un parallèle avec la vie en général, quoi, de dire voilà, on est tous là, on vit en société. L'idée, c'est pas qu'on se marche les uns sur les autres et qu'on vive en même temps, mais c'est qu'on vive véritablement ensemble et donc on arrive à vivre, qu'on puisse vivre vraiment en harmonie. Là, c'était cool, là. Ouais, c'était chouette. J'essaie de leur montrer qu'en 10-15 minutes, on arrivait à créer quelque chose tous ensemble et de les encourager à très vite ne pas avoir peur d'inventer des choses, de ne pas toujours aller reprendre le répertoire qui existe, mais d'être dans l'invention. Voilà. Allez, c'est bon ? Tout ça, je comprends, mais...
Alors, on va profiter de ce moment pour...